Je ne sais plus trop dans quel ordre les propos se sont succédés, mais nous allons partir d'une remarque qu'on m'a adressée, une prise de bec en vérité, que j'ai essuyée de la part de l'abonné au Monde quand Gustave m'a interrogé sur un fait très précis, un prétendu projet de coup d'État en France dont nos services secrets auraient déjoué la mise au point diabolique et qui émanait d'un allumé nommé Daillé, Rémy de son prénom. Je dis ça parce que, comme je l'ai fait observer à Gustave, quand tu veux organiser un coup d'État, tu te fais appeler Georges ou Alexandre ou Spencer, mais pas Rémy. Et j'ai dit, remarque, il y avait bien pire, il aurait pu s'appeler Hervé. Alors là, tout le monde a commencé à sourire. Suzanne, Léon qui était là, Suzanne au piano, nous étions assis dans la cuisine parce qu'il pleuvait des cordes, comme aujourd'hui. Léon était venu avec son chien, Vladimir était là aussi, qui avait des infos fraîches sur Poutine, paraît-il, et les gens qui passaient devant chez nous, parce que ma cuisine donne sur la place, que si quelqu'un sort le pastis à la main ou la tasse de café à la main sur la terrasse, il a tendance à attirer le passant. Donc on m'a dit pourquoi Hervé. C'était très injuste de ma part de me moquer des Hervé. J'ai dit, je me moque pas, je dis simplement qu'un type qui s'appelle Hervé, tu le vois pas tellement monter à l'assaut des chars un soir d'émeute à main nue. Et c'est plutôt le genre à dire, attention, j'ai des lunettes, mais peut-être que c'est un préjugé de ma part, c'est comme pour Rémy donc, et je suis revenu à Rémy Daillé, qui, lui, se proposait de sauter d'une voiture en marche dans la cour des ministères avec 4 ou 5 copains, si j'ai bien compris, pour marquer le coup contre un gouvernement insupportable, pour le sommer de rendre les clés et qui nous expliquait tout ça avec sa petite cravate et sa gueule sortie d'un film d'avant-guerre, en noir et blanc, je précise, parce qu'ils étaient sur fond noir, justement. C'était ça il y a 8 ou 9 mois. Il a enregistré 2 ou 3 épisodes YouTube sous le titre Coup d'État. On pouvait donc pas être plus clair. Il appelait à renverser le gouvernement, et pour cette bagatelle, il n'était pas censuré par YouTube, alors qu'à la même époque, Campagnol, qui n'appelait pas, que je sache, à monter à l'assaut des ministères, mais à réfléchir, était sucré toutes les 3 semaines pour non-respect des règles de la communauté, etc. Alors l'abonné au Monde a dit, pourquoi toujours ramener les choses à toi et te faire plaindre, etc. Et c'est là que Gustave l'a interrompu, il a dit, attends, il ne dit pas ça gratuitement, ni pour faire bousser son affaire, mais parce que le gars en question, le Daillé, lui a téléphoné de Malaisie, ici à Campagnol, pour le convaincre de la pureté de ses intentions séditieuses. Et alors j'ai expliqué en effet que, en réponse à un épisode de l'an passé où je disais qu'un coup d'État annoncé par YouTube et non censuré, c'était quand même assez suspect, le type qui travaillait en Malaisie comme entrepreneur, je sais pas de quoi, et qui s'était procuré mon numéro de téléphone par une amie commune à Paris, m'a appelé chez moi pour me dire « Vous avez tort de douter de moi ». Et donc, l'aurais-je dit, il a essayé de me convaincre qu'il avait des amitiés partout, parmi l'armée des ombres, là, des fonctionnaires et des soldats qui étaient prêts à prendre la relève du pouvoir pacifiquement d'ailleurs. Hein. Et j'imagine, et je conclus que c'est le même groupe de copains qui vient de se faire inquiéter par les services secrets français, mais il n'a pas répondu ce jour-là à ma question principale qui était si on vous a pas censuré pour des propos aussi séditieux que les vôtres, c'est que vous ne craignez pas la censure et que vous cherchez donc à recruter des candidats à la révolte pour noter leurs noms et les envoyer à la police. De là à penser, ai-je dit, et je le pense encore, qu'il roulait pour quelqu'un d'aussi droit, d'aussi honnête, d'aussi peu dissimulateur qu'Emmanuel Macron, il n'y avait qu'un pas que j'ai franchi lundi matin devant mes amis autour du poêle du Novax Bar, et notre psychiatre Christiane, qui était venu pour une fois avec l'ancien instituteur, m'a dit ça lui ressemblerait assez au Tchoupi là de faire semblant d'être victime d'un projet de coup d'État, d'autant que le type qui l'aurait pressenti pour le faire et pour pérorer sur YouTube sur le ton tous à l'Élysée n'a pas vraiment le profil d'Alexandre le Grand, puisque, disait notre hôte à l'instant déjà, il s'appelle Rémy, et qu'en plus, il militait, notre ami écrivain ne vous l'a pas dit, il militait il y a 10 ans au Modem, donc c'est quand même pas non plus un profil de killer en politique. Et Léon a dit, il y a malheureusement une loi du karma, de la providence, quel que soit le nom, c'est que lorsqu'on joue à imiter la réalité, à la mettre en scène, à la défier, elle se produit, elle se manifeste, elle se venge, comme si on avait ouvert un bec verseur pour des événements qu'on redoute, mais qui vont se produire quand même parce qu'on pense à eux. Et Christiane a dit, là, Léon vous en parle en devin, mais moi, du côté de la psychiatrie, ça se vérifie ce qu'il dit. Par exemple, quand Emmanuel Chapon l'a crie sur un perron de ministère, mes ennemis n'ont qu'à venir me chercher, il sait en principe que c'est impossible, que ça n'arrivera jamais. Donc il fait le courageux, mais en fait, son imagination lui a déjà représenté la scène, des gens en train de se coaliser pour l'agresser,
Et il en a très peur, mais il joue plutôt le contraire, il joue le côté même pas peur, et c'est plus fort que lui. Bon, de là, la conversation s'est perdue dans les détails de cette affaire Rémi Daillé, le passé du bonhomme, etc. Je vous épargne tout ça, et nous en sommes arrivés à la conclusion que si le pouvoir en ce moment avait besoin de ce genre d'artifice, c'est qu'il était complètement aux abois, et Gustave a dit, et en tout cas, on ne peut pas nier que Léon soit un extra-lucide, parce qu'au printemps dernier, il nous a annoncé un orage magnétique solaire, et là, paf, nous l'avons sur les bras. Quand, a dit Christiane, là, aux dernières nouvelles, on est en plein dedans ce matin même, et si ça se trouve, les transformateurs électriques vont sauter, ça va faire des gerbes d'étincelles partout, à tous les carrefours. Et tout le monde s'est tourné vers Léon, parce qu'en effet, il avait dit qu'il voyait des trucs de ce genre, et surtout, il voyait l'Internet en panne pour bientôt. Alors, l'abonné au Monde a essayé de faire diversion, en parlant de Philippe de Villiers, que Léon prétendait aussi voir arriver depuis un an, avec son cheval blanc, et qui n'arrivait pas, et de la fin du pass sanitaire qui n'arrivait pas non plus. Bref, a-t-il dit, il se trompait surtout. Si, pour le pass, on dirait pas, a répondu Léon, mais c'est fini de fait, partout en Europe, parce que les clés du système de chiffrage sont dans la nature désormais, tu peux fabriquer des QR codes lisibles par toutes les machines, les hackers ont trouvé le truc, et même si les gouvernements changent l'algorithme, ils vont être rattrapés par la colère des gens, notamment devant les hôpitaux. Et Vladimir a dit, 1 mois ou 2, c'est à peu près le délai de réaction des hackers. Quand tu sors un jeu ou un logiciel professionnel ultra plombé qui coûte 5 000 €, la version hackée sort 1 mois après et tu la retrouves dans toute l'Asie et au Moyen-Orient. Ben là, c'est pareil. D'ailleurs, Léon nous a bien expliqué que pour 2 programmeurs de génie qui travaillent pour l'Empire du Mal, il y en a un qui travaille pour les empêcher de nuire, de se remplir les poches. C'est le principe de Wikileaks. En plus, les hackers au service du bien ne sont pas spécialement mus par la morale, c'est plutôt l'instinct du chasseur qui les guide. Nous a dit Léon, ils aiment dénicher les choses cachées, secrètes, souterraines, et l'organisation, la programmation de ces histoires de passe leur propose le même défi que les élections truquées. Les hackers sont des anticorps du système numérique. Justement, et je dis, apparemment, la mode en ce moment est d'essayer de supprimer les anticorps. Mais j'ai l'impression que sur le plan numérique, ça ne marchera jamais, on ne supprimera jamais les hackers. Ce sont eux qui font marcher la machine le jour et qui, parfois, la nuit, se transforment en anticorps. Léon a dit que dans la finance, c'était pareil, en effet, mais que là, les anticorps étaient, selon lui, beaucoup plus nombreux que partout ailleurs, et il a dit que son exemple témoignait de la coexistence entre 2 sortes de gens parmi les matheux des marchés financiers, ceux qui n'avaient pas de morale, qui ne sentaient rien et qui s'intéressaient qu'aux opérations et qui travaillaient pour n'importe qui sans se soucier de savoir à quoi ça servait, qui faisaient des bombes ou des outils d'espionnage ou même des instruments de torture, ils s'en foutaient du moment que c'était bien programmé. Et puis il y avait les autres, comme moi, a-t-il dit, qui sont sensibles à tout, qui sont presque des pleurnichards, qui sont des artistes malgré eux, et là il a pris son chien par le collier, et ceux-là, a-t-il dit, sont prêts à foutre le système par terre à cause de 3 vidéos tournées dans les abattoirs. Et là, j'ai hoché la tête et j'ai attendu que l'abonné au Monde nous parle de sensiblerie à ce sujet, mais il n'a rien dit. Malheureusement pour eux, a dit Léon, je veux dire pour le système, les gens comme moi sont, je ne dis pas les plus nombreux, mais les plus doués. Nous avons le germe de la morale en nous, c'est ça qui fait que nous programmons la déroute du système de l'intérieur, et ils ne pourront jamais rien contre nous. L'abonné au Monde n'a pas pu s'empêcher de lui dire, si ça se trouve, t'es complètement plombé, au contraire, fliqué, etc., t'es peut-être moins habile que tu ne le dis, mais tu ne le sauras que le jour où ils vont débarquer chez toi. En capacité de calcul pur, je suis exactement l'équivalent du méchant qui travaille dans l'ingénierie sociale pour faire des esclaves, sauf que moi, a dit Léon, j'imagine sans arrêt comment je vais les libérer, les soulager, parce qu'ils me font de la peine, comme le chien qu'on torture dans un labo, et contre ça, vous ne pourrez jamais rien. Tu dis vous, comme si je faisais partie, a dit l'abonné au Monde, des tortionnaires. Je suis pas programmeur, moi, surtout pas de génie, et je n'ai donc aucune responsabilité dans ce qui se passe. Non, a dit Gustave, mais tu ne peux pas supporter les chiens, c'est déjà un indice. Moi, quand je vais chez quelqu'un avec Léon, avec son petit Jackie, là, et que la personne chez qui nous sommes lève les coudes pour éviter d'être touché par le chien, ben tu vois, je me méfie plutôt de la personne que du chien. Et c'est là que l'instituteur à la retraite, qui était avec nous, qui était venu avec Christiane, s'est lâché un peu. J'ai dit que sa femme était malade depuis des mois à Montpellier et qu'elle passait sa vie dans les hôpitaux. Mais il y avait une nouveauté, c'est que l'un de ses petits-fils avait un lymphome. Alors je précise que tout le monde était en règle dans cette famille sur le plan vaccinal, mais lui disait à présent qu'il le regrettait plus ou moins quand il voyait la désertion du système hospitalier par un tiers des soignants dans certains services. Il se disait que nous vivions un cauchemar de science-fiction
Lui, il n'avait aucune pudeur à dire que c'était un complot depuis le début. Hein. La maladie de son petit-fils, qui était très mal soignée à cause de tout ça, de tout ce bordel hospitalier, ne le rendait pas furieux contre le personnel mis à pied, mais contre les auteurs de cette folie en général, sur le plan politique. Il a dit qu'il comprenait très très bien Léon et ses anonymous là qui vont faire trébucher ces malfaiteurs de la finance. Il a dit qu'une part non négligeable des médecins avait envie d'avoir la peau du système aussi, parce qu'on voit très bien, a-t-il observé, quand on fréquente les hôpitaux régulièrement depuis un an, que tu as d'un côté les médecins salopards qui sont tous maires, présidents d'associations, décorés de mèches avec le pouvoir, et qui relaient les moindres consignes de passe sanitaire comme des automates. Et puis il y a les autres qui disent « Venez par ici, fermez la porte, ça va rester entre nous ». Et Christiane a dit parfaitement, ça je confirme, en une année, ils sont arrivés à fabriquer l'équivalent du système soviétique à l'hôpital. Des faux chiffres d'abord, des maladies dissimulées, des morts étiquetées, ceci ou cela selon ce qui les arrange, des autopsies impossibles à pratiquer, des soins clandestins, des médecins qui se haïssent et qui se dénoncent, des infirmières qui désertent pour emmerder les médecins tyranniques et pour sauver leur peau aussi. Et, a dit Gustave, des hommes politiques qui ne disent rien de tout ça dans leurs conférences, même en tant que candidat à la présidentielle, suivez mon regard, des mecs qui parlent de Tocqueville, de Montesquieu à longueur de plateau, mais qui te disent jamais que tout, dans la politique du pass sanitaire, est la négation même de notre histoire humaniste, la négation de Diderot, de Chateaubriand, de Victor Hugo, la négation des valeurs européennes. Donc les gens ont beau faire les cacous là à la télé en disant qu'ils ont entièrement repensé l'histoire de la France, ceux qui ne veulent pas aborder la question de la mise à la rue d'un tiers de la population pour des raisons pas du tout sanitaires, ceux qui ne veulent pas entrer dans la polémique comme ils disent sur le fait qu'on puisse plus prendre un rendez-vous chez le médecin pour des oreillons alors que parallèlement on passe 2 heures collé à son voisin dans un train de banlieue. Ceux qui ne veulent pas voir que dans les cocktails de préfecture ou du Sénat ou de l'Élysée, le personnel est masqué et pas les convives, eh bien ceux-là sont les complices d'un système devenu complètement fou et qui va périr de sa folie. Et c'est là que, comme toujours, Léon a fait le lien avec le discours qu'il avait tenu à l'instant sur les anticorps. Il a habilement montré que les anticorps naturels faisaient le boulot à 98% dans l'organisme humain et que le fait d'intervenir à coups de doses successives tendait à essayer de reprogrammer les défenses de la nature pour les vendre déjà, et pour leur dire quoi faire et où elles doivent le faire, alors qu'elles savaient très bien le faire avant. Et que pour les anticorps sociaux, c'était pareil. On essayait par tous les moyens de réduire la part des anticorps hackers, lanceurs d'alerte, écrivains, scientifiques, dissidents, tous ceux qui ont encore une conscience, mais malheureusement, ils étaient impossibles à éradiquer parce qu'ils étaient l'expression d'une loi d'équilibre dans la nature. Il a dit, nous parlions à l'instant des orages solaires, je ne sais pas si l'alerte qui a lieu en ce moment est la bonne, mais si c'est pas celle-là, c'est la prochaine. Ce que les gens qui servent le prince de ce monde ne veulent pas voir, a dit Léon, c'est que toute leur construction repose sur du sable. Plus ils commettent d'injustices, plus les techniciens de haut vol, dont je fais partie, dont ils dépendent tous là-haut, vont corrompre et vont faire tomber un système injuste. J'ai un peu travaillé, nous a dit encore Léon, pour le ministère de l'économie, en sous-traitant pour un ami qui m'a dit le niveau des mecs par rapport à leur ministre en réunion, mais t'as l'impression de voir des physiciens nucléaires faire un exposé à un kangourou. En plus, il a un peu la gueule. Et là, la Monnaie au Monde, hors de lui, ça se voyait, a connu une espèce de bouffée stalinienne. Il a dit, mais au contraire, il devient de plus en plus facile de coincer les gens comme toi. Le système est plus malin que vous, plus malin que tu ne le penses. Ah ça, malin, c'est bien le mot, a dit Léon. C'est même son véritable nom. Mais si on arrive à coincer une personne comme moi parce qu'elle transforme le mal en bien dans son coin, parce qu'elle balance des milliers de documents à la presse, parce qu'elle programme un truc à tiroir caché, eh bien il y a un autre qui va prendre le relais, qui reçoit les codes, les clés, les documents. C'est le principe de Wikileaks. La flamme de la morale sera toujours impossible à éteindre. C'est le principe de la solidarité dans les goulags, de l'abnégation chrétienne dans les catacombes. En plus, je vais te dire un truc immodeste, le fait d'avoir un cœur, moi, me rend objectivement beaucoup plus intelligent que mes semblables, même sur le plan du QI. J'ai subi un nombre de tests invraisemblables quand j'étais jeune, et parmi les gens qui me les soumettaient, j'ai très bien compris, vers 18 ans environ, que les pires d'entre eux représentaient la société castratrice, celle qui essaye d'imposer des barrières à des intelligences incontrôlables. En tout cas, ils voulaient me convaincre, se convaincre qu'ils pouvaient contrôler la mienne,
en m'obligeant à toucher le mur du fond dans le raisonnement, en me soumettant des trucs impossibles à faire, presque humiliants, mais malheureusement pour eux, le mur reculait sans arrêt et c'était moi qui les humiliais. Les tests qu'ils me soumettaient comportaient tellement de fourches vicieuses, de choses susceptibles de m'induire en erreur, que lorsque j'avais du mal à me projeter vers la solution, je priais, ça durait 2 secondes, j'avais besoin pour atteindre le résultat de sauter la phase analytique et de deviner le cheminement vers le résultat en laissant mon esprit le faire tout seul, inconsciemment, en demandant à l'intelligence générale de l'univers de s'exprimer à travers moi. C'était comme si je donnais les clés à Dieu et ça ouvrait immédiatement. Et pendant une année où j'ai été bombardé comme ça de tests par un salaud qui a tout essayé, le manque de sommeil, l'alcool, la drogue, le LSD, j'ai demandé à mon intuition de faire le chemin qui me manquait et ça a toujours marché. Par conséquent, a dit Léon encore, je peux te dire que tous ceux qui croient pouvoir enfermer les esprits libres se trompent. Et là, l'abonné au monde, qui vraiment par moments laissait parler le diable en lui, ou plutôt le laisser s'inviter parmi nous, a tenté 2 choses. Il a dit, avec un paquet de millions sur la table, tu sais, les esprits libres sont très faciles à domestiquer. Et Gustave a dit, d'après ce que j'ai compris, Léon fait partie des gens qui seraient multimillionnaires, vu leur faculté mentale, s'ils avaient justement travaillé pour les salauds qui payent bien, mais lui, il préfère son vélo et son chien, on ne sait pas pourquoi. Et là, l'abonné au monde a adopté un ton neutre, comme quelqu'un qui réfléchit froidement au sens de l'histoire, et il a dit, bon, admettons que la tentation de la richesse l'ait épargné et n'ait pas suffi. Dans le cas de ce genre de mec, le système a recours à la crainte, à la force, et là, ça marche toujours. Et là, Léon nous a fait une révélation extrêmement intéressante. Il a dit, ben non, ça marche pas pour 2 raisons. La première, c'est que les gens comme moi, qui préfèrent leur vélo, comme tu dis, ont vu l'autre côté. Donc ce côté-ci ne les intéresse pas. L'autre côté de quoi, a dit l'abonné au monde? De la vie, de la mort. Quand j'avais 25 ans, racontait Léon, je suis tombé dans un ravin avec ma voiture. Et pendant la chute de l'auto, qui a duré 50 mètres, je suis sorti de la voiture en pensée, le temps était très lent, je me suis vu tomber, je me suis vu en bas blessé, j'ai connu plein d'aventures irracontables de l'esprit, j'ai suivi l'hélico en volant à côté de lui vers l'hôpital de Cannes, j'ai compris qu'il y avait un sens à tout, et surtout la deuxième raison, c'est que le karma général, mon petit vieux, ça existe, l'antidote général, ça existe, quand on y réfléchit, toute cette tentative covidienne, à la fois coordonnée et désordonnée à laquelle on assiste en ce moment pour fabriquer une société invivable avec des sous-hommes qui se font contrôler partout, eh bien tout ça est voué à l'échec parce que ça repose non seulement sur la morale des programmeurs, mais sur des sables mouvants électromagnétiques. Hier soir, je regardais les rapports sur l'activité solaire. Les radios amateurs américains disaient que la longueur d'onde 20 mètres était entièrement silencieuse à cause des radiations. Ça a duré 1 heure ou 2. Alors je ne sais pas si vous imaginez que l'Internet peut s'interrompre 6 mois dans des conditions voisines, surtout avec les câbles maritimes et surtout avec les transmissions par satellite. Je ne sais pas si vous imaginez que c'est déjà programmé par la Providence, qui est le réseau d'anticorps le plus impossible à annihiler sur la Terre. C'est facile de dire je supprime vos défenses naturelles en prétendant vous protéger avec un produit artificiel et en vous obligeant à des 5e doses, etc. Mais c'est impossible de dire à la Providence qu'on va la soumettre, une fois pour toutes, à un protocole obligatoire. C'est exactement le contraire qui va se produire, nous a dit Léon. Je vous l'ai annoncé, vous pouvez vous attendre à un rappel à l'ordre de la nature qui va nous dire « c'est moi qui commande ». Ce sont ni les financiers ni les programmeurs. Et ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que le point de basculement de l'histoire entière vers le double fond de la réalité est atteint. L'abonné au monde a prétendu qu'il comprenait rien. Alors Léon lui a dit imperturbable, quand je tombais dans mon ravin à côté de ma voiture, j'ai très bien compris que rien ne pouvait m'atteindre. Et là, c'est pareil, c'est comme si toute l'humanité devait vivre une EMI, une expérience de mort imminente. Elle va se voir tomber dans le ravin, elle va se réveiller vivante, et elle va se souvenir qu'elle a vu l'autre côté, et après c'est fini. Elle ne pourra jamais plus être obsédée par le pouvoir et par le fric. Et Gustave a conclu, et elle ira à vélo avec son chien dans un panier comme Léon. Et l'abonné au monde a essayé de dire quelque chose du genre, c'est pas ça qui la fera vivre. Léon l'a devancé en disant, je vous fais pas le raisonnement complet, mais tout ça est très cohérent avec l'énergie sans rareté dont je vous ai annoncé l'apparition prochaine il y a quelque temps. Une énergie sans rareté, ce serait un désastre pour la nature si les gens ne changeaient pas d'âme avant. Parce que sans ça, ils se mettraient à tronçonner les arbres, à bétonner partout sans que ça coûte rien. Tandis que dans une société qui s'est vue tomber dans le ravin, qui a connu une expérience de mort imminente,
on imagine plutôt que les gens ne coupent plus les arbres, ils se mettent à les planter. Et là, comme d'habitude, il y a eu une petite digression sur la fin. Suzanne s'était mise à jouer du piano aux sourdines. J'étais, moi, en train de ranger les tasses. Vladimir a dit, en attendant, Poutine augmente la livraison de gaz à l'Europe et surtout, il fait baisser terriblement les prix pour montrer qu'il est le parrain de la situation. Et vous savez pourquoi? Ben non, tu vas nous le dire, a dit Gustave. Ben parce qu'une fois que l'Europe se sera mise à acheter du gaz moins cher en Russie, bien moins cher, par le pipeline du Nord, là, et notamment l'Allemagne, eh ben fini le gaz venu de Turquie. Quick Erdogan. En tout cas, en voilà un qui a coffré tous les participants à un coup d'État réel ou supposé avant qu'il ait lieu, a dit Vladimir. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il était quelqu'un pour téléphoner aux gens sur le ton « on monte un truc, est-ce que tu es partant ?» un peu comme Rémi, sauf que les conjurés turcs n'avaient pas de site sur YouTube et ne disaient pas « l'armée est avec nous » sur Sud Radio. Décidément, a conclu Gustave, la bande à Macron, c'est à peu près des branquignoles comme la production de Truman Show. Tu sais, quand on veut dissuader à la fin le héros de prendre la mer, il déclenche une tempête avec des souffleries. Ben là, c'est pareil, t'imagines Macron accroché au bouton du ventilateur. Mais malheureusement, son peuple a déjà mis les voiles dans cette affaire de Covid. On va atteindre le bout du décor dans pas longtemps, tu vas voir. Eh bien, on le verra ensemble. À bientôt, merci.